fixe. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à notre printemps de la gestion organisé par le GIE Lorraine, dont je suis la présidente et qui représente 32 agences Orpi dans toute la Lorraine. Les collaborateurs de nos agences travaillent chaque jour à vos côtés et aux côtés de vos locataires. Ils sont également présents ce soir. Je tenais tout d'abord à vous remercier chaleureusement d'avoir été si nombreux à avoir répondu présent à notre invitation. Je remercie particulièrement Mélika Georgel de Orpi à Nancy, qui est au fond de la salle, fait un petit coucou, d'avoir organisé cette soirée. Aussi, je vous informe que cette soirée est filmée et je salue les personnes qui nous suivent en direct. Nous sommes heureux de vous présenter la loi climat dans tous ses états. L'impact de la loi climat et résilience, thème de cette conférence qui sera présentée par M. Patrice Petit, consultant expert auprès de Orpi France, assisté de 2 représentants des associations de l'Agence locale de l'énergie et du climat, Mme Natacha Tosch, et M. Bérenger Birkel de LER. Je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie et que cette conférence vous aide à y voir plus clair. Je laisse la parole à présent à M. Patrice Petit. Merci. Merci Birte. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir pris un petit peu de votre temps pour venir assister à cette conférence, à cette explication de texte sur la loi climat et résilience, et j'espère que vous en saurez un petit peu plus et que vous comprendrez un petit peu mieux les aspects juridiques, techniques de cette loi qui a de multiples impacts, notamment dans l'immobilier qui nous concerne. La loi climat et résilience est une loi du 22 août 2021 qui a été publiée au journal officiel 2 jours après, le 24 août. La date est importante, vous le verrez un petit peu plus tard. Un des premiers aspects, le dispositif WePub. Alors, on connaissait Stop Pub, pour ceux qui ne veulent plus recevoir de publicité non adressée. Dorénavant, afin de mesurer l'impact économique, l'impact sur l'emploi, sur la gestion des déchets, il a été décidé une phase d'étude de 3 ans sur différents secteurs pour mesurer l'impact de cette suppression programmée de la publicité non adressée. Pour pouvoir en mesurer l'impact, eh bien, il a été proposé à ceux qui le souhaitent d'être candidats pour recevoir ces publicités non adressées en affichant un autocollant WePub que l'on peut se procurer auprès des municipalités qui font partie du groupement. L'objectif est bien évidemment la disparition de ces publicités non adressées. Je mets à l'écran ici la liste des secteurs qui sont candidats, dont la métropole du Grand Nancy. L'état des risques. L'état des risques, vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous maintenant. La nouveauté, c'est que à compter du 1er janvier 2023, toute annonce, quel que soit son support de diffusion, que ce soit Internet, que ce soit les réseaux sociaux, toute annonce de vente et de location d'un bien qui est situé dans une zone soumise à un risque doit comprendre la mention « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque ». Et la deuxième nouveauté, c'est que cet état des risques devra être remis aux candidats locataires ou aux candidats acquéreurs dès la première visite. Nouveauté importante.
L'audit énergétique. L'audit énergétique, qui va rentrer en vigueur prochainement, devient obligatoire pour tous les logements classés D, E, F et G, selon un calendrier programmé, pour les logements principalement maisons individuelles, immeubles collectifs non soumis au statut de la copropriété. Donc ça peut être un immeuble collectif détenu par un seul propriétaire. On appelle ça une monopropriété. Là aussi, comme l'état des risques, cet audit énergétique devra être remis au candidat acquéreur dès la première visite. Ça veut dire qu'il faudra faire cet audit quasiment avant la commercialisation du bien. L'audit énergétique devra comprendre des propositions de travaux, devra comprendre ce que l'on appelle un parcours de travaux cohérent et atteindre une rénovation énergétique performante. La nouveauté, c'est que l'article 158 de la loi Climat et Résilience a défini juridiquement ce qu'est un parcours de travaux cohérent et ce qu'est une rénovation énergétique performante. La première étape de ce parcours étant pour une passoire thermique, ce qu'on appelle une passoire thermique, c'est un logement classé F ou G du nouveau DPE, eh bien, doit permettre d'atteindre la classe E. Et dans un second temps, pour les autres, à terme, d'atteindre la classe B. L'audit énergétique a fait l'objet de 2 textes d'application. Un décret pour définir la compétence de celui qui va réaliser l'audit énergétique, puis un arrêté qui va définir le contenu. L'arrêté qui définit le contenu a été validé quasi immédiatement, mais il n'a pas été publié tout de suite. Par contre, le décret, il a fait débat. Oui, effectivement, il y a eu un débat entre les ingénieurs thermiciens, les bureaux d'études et les diagnostiqueurs, tout le monde voulant être celui qui va faire cet audit énergétique. Bien. Le législateur a tranché, et du fait de ce débat, il y a eu un retard, puisqu'initialement, ça devait se faire au 1er janvier 2022, puis retardé au 1er septembre 2022, et puis retardé une deuxième fois pour une entrée en vigueur au 1er avril 2023, donc dans 15 jours. J'ai mis un petit schéma ici pour comprendre déjà dans un premier temps que l'audit énergétique fait référence dans un premier temps au logement classé F et G, mais du nouveau DPE. En effet, parce que vous pouvez parfaitement avoir aujourd'hui des logements qui ont fait l'objet d'un DPE, ancienne formule réalisée entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, donc toujours valable jusqu'au 31 décembre 2024, et que vous décidiez de mettre en vente ce logement. Est-ce que vous êtes concerné par l'audit énergétique? La réponse est non. De la même façon, les textes d'application, le décret et l'arrêté, les 2 textes d'application précisent que si vous signez un compromis avant le 1er avril et que la signature de l'acte intervient après le 1er avril, vous n'êtes pas concerné. L'audit énergétique n'est pas obligatoire. Je précise à cet effet que le CRIDON du Nord-Est, le CRIDON, c'est la hotline, le service juridique des notaires, a pris position dernièrement, le 8 mars précisément, pour bien confirmer ce que je suis en train de vous expliquer. De la même façon, si vous signez non pas ce qu'on appelle un compromis de vente, mais une promesse unilatérale de vente, une promesse unilatérale, seul le vendeur est engagé, et que le bénéficiaire de cette promesse, le futur acquéreur, lève l'option, c'est-à-dire dit finalement j'achète avant le 1er avril, eh bien là encore, il n'y a pas d'obligation de réaliser l'audit énergétique. A contrario,
si, toujours avec une promesse unilatérale, la levée d'options intervient après le 1er avril 2023, eh bien là, effectivement, il y a obligation de réaliser cet audit énergétique. Le carnet d'information du logement est également une nouveauté créée par la loi climat et résilience. Il devient obligatoire à compter du 1er janvier 2023 lors d'une vente, et pour autant, je le précise ici en bas, ça ne concerne cette obligation que les biens ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire depuis le 1er janvier 2023 ou une déclaration préalable de travaux déposée depuis le 1er janvier 2023 ou encore un propriétaire qui, sans demande de permis de construire ou sans déclaration préalable de travaux, réaliserait des travaux de rénovation énergétique ayant un impact significatif sur la performance énergétique du logement, toujours depuis le 1er janvier 2023. Qu'est-ce que contient ce carnet d'informations? Eh bien, il contient les plans de surface, les coupes, les plans et schémas descriptifs des réseaux, eau, électricité, gaz, aération du logement, les notices de fonctionnement et de maintenance des entretiens et des équipements de la maison, et puis, dans le cas des travaux de rénovation, les dates et la description des travaux qui sont réalisés. Là encore, les textes d'application ont été publiés. On en connaît maintenant les modalités précises telles que je vous les cite. Une information intéressante, c'est notamment l'association Qualitel avec Cléa. L'association met à disposition gratuitement un carnet d'informations numériques. Donc on va pouvoir saisir les informations relatives au logement sur ce carnet d'informations numériques. On va pouvoir télécharger avec un espace dédié gratuitement les documents cités précédemment concernant le logement. Le certificat de conformité des appareils de chauffage au bois. Voilà une disposition qui est passée relativement inaperçue. Pour autant, dans les villes, communes, agglomérations qui se sont dotées d'un plan de protection de l'atmosphère, il y a obligation pour le vendeur de communiquer à son acquéreur un certificat de conformité aux normes d'installation et d'émission telles qu'elles ont été fixées par le préfet. Donc cette communication et ce document doit effectivement maintenant, dorénavant, être obligatoirement transmis. Chez vous, Metz et Nancy sont concernés par cette disposition instituée par la loi Climat et Résilience. La loi Climat et Résilience a également institué un droit de préemption des communes littorales et des espaces naturels. Dorénavant, la commune, pour protéger ces espaces, bénéficie d'un droit de préemption. Je passe assez vite là-dessus. Le plan pluriannuel de travaux, j'y reviendrai un petit peu plus loin quand on va aborder la copropriété, est un document, soit à l'état de projet, soit à l'état de plan adopté par le syndicat des copropriétaires, qui fera partie dorénavant du pré-état daté, qui devra donc être remis au candidat acquéreur dès la signature d'un compromis ou d'une promesse de vente. L'entrée en vigueur de cette obligation nouvelle, elle est progressive. 1er janvier 2024 pour les copropriétés de plus de 200 lots, 2025 pour les copropriétés plus petites entre 51 et 200 lots, et 1er janvier 2026 pour toutes les autres copropriétés. Maintenant, les aspects correspondant à la gestion locative sur la loi Climat et Résilience, avec un premier point concernant le gel des loyers des passoires thermiques. Ce que l'on appelle les passoires thermiques, ce sont les logements classés F et G.
C'est l'article 159 de la loi climat et résilience. Je vais insister un petit peu sur cette disposition. Cette disposition est rentrée en vigueur 1 an après la publication au journal officiel de la loi climat et résilience. Je vous rappelle, loi du 22 août, publiée au journal le 24 2021, entrée en vigueur donc le 24 août 2022. Point de vigilance, ça ne concerne que les biens ayant fait l'objet d'un nouveau DPE. Ça veut dire que les logements qui ont fait l'objet d'un ancien DPE ne sont pas concernés. Ça ne concerne également que les baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter du 24 août 2022. Ça veut dire, là encore, que tous les baux conclus avant le 24 août 2021, date de publication au journal officiel de la loi climat et résilience, selon le principe de la non-rétroactivité de la loi, ne sont pas concernés. Pour récapituler, avec un schéma précis, voilà le calendrier. 1er juillet 2021, entrée en vigueur du nouveau DPE. Ça veut dire que, ici, tous les baux conclus avant le 1er juillet 2021 sont exclus du dispositif. Ils ne sont pas concernés par le gel des loyers des passoires thermiques. Publication de la loi et résilience le 24 août. Eh bien là encore, tous les baux conclus avant le 24 août, ce que je disais tout à l'heure, ne sont pas concernés selon le principe de non-rétroactivité de la loi. Maintenant, les baux conclus avec des logements classés F ou G par le nouveau DPE, les loyers seront gelés, mais seulement à compter du renouvellement ou de la tacite reconduction du bail. En clair, si je signe un bail le 1er septembre 2021 ici, est-ce que je peux augmenter le loyer par rapport au précédent locataire? Oui, cette disposition n'est pas encore entrée en vigueur. 24 août 2022, l'article 159 entre en vigueur 1 an après la date de publication de la loi au journal officiel. Effectivement, les baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits, eh bien, les loyers seront gelés s'ils ont fait l'objet d'un nouveau DPE. Exemple, je signe un bail le 1er septembre avec un logement classé F par le nouveau DPE. J'ai un logement à titre de résidence principale loué en meublé, durée du bail 1 an, tacite reconduction 1 an après, 1er septembre 2022, le loyer est gelé. Avec une location vide, bail de 3 ans, 1er septembre 2022, je serai ici, est-ce que le loyer est gelé? Non. Il est ni renouvelé, ni tacitement reconduit. Je peux augmenter le loyer. 1er septembre 2023, je serai à peu près là. Je peux à nouveau augmenter le loyer. Le loyer sera gelé seulement ici, 1er septembre 2024, au moment de la tacite reconduction. Différence entre tacite reconduction et renouvellement. Tacite reconduction, le bail se reconduit tacitement sans intervention du bailleur. Renouvellement, intervention du bailleur, on signe un nouveau contrat. C'est ça la différence. Pour résumer, on a donc une double condition. Il faut que le logement ait fait l'objet d'un nouveau DPE et que le contrat ait été signé, renouvelé ou tacitement reconduit postérieurement au 24 août 2022. Et j'ajoute qu'il n'y a aucune obligation pour un propriétaire bailleur de refaire un diagnostic en cours de bail. C'est le diagnostic en cours de validité à la date de signature du bail qui fait foi. Autre disposition, en vigueur cette fois également depuis le 1er janvier 2023, une partie des biens classés G devient indécent. Bon, le résumé, il est un peu simpliste. En fait, ce sont tous les logements dont la consommation en énergie finale est supérieure à 450 kWh par mètre carré et par an qui deviennent indécents. Je n'ai plus le droit de les louer.
ça ne concerne que les nouveaux contrats. C'est-à-dire, je peux avoir un logement qui a fait l'objet d'un contrat de location et qui est en cours. Est-ce que ce logement devient indécent? La réponse est non. Il n'y a rien à faire. Où est-ce que je vais trouver l'information? Pour les DPE réalisés depuis le 1er janvier 2023, je trouverai l'information directement en première page, en lecture directe, dessous, ici, en caractère grisé. Sur tous les autres DPE qui ont été réalisés précédemment, nouveaux DPE, je dois aller en page 3. En page 3, j'ai les 5 items de consommation qui sont identifiés. Ici, consommation d'énergie en énergie primaire en caractère gras ici, et juste à côté en caractère grisé en énergie finale. Seulement, attention, ce montant concerne la totalité du logement. Je dois donc diviser ce montant par la surface du logement qui est indiquée en première page du DPE. Dans le cas d'espèce, on a un logement qui est classé G, avec 819 kWh par mètre carré par an en énergie primaire, mais on est ici avec que des équipements électriques, et en énergie finale, eh bien, on a 2,3 fois moins. Et je vous explique la différence entre l'énergie primaire et l'énergie finale. L'énergie primaire, c'est celle qu'on trouve dans la nature. Le bois, le pétrole, le gaz, on le trouve dans la nature. L'électricité, on ne la trouve pas dans la nature, il faut la fabriquer. Énergie primaire, bois, pétrole, gaz. Si je prends 1 litre de pétrole, je le transporte d'un point A à un point B, j'ai toujours 1 litre de pétrole. Énergie primaire égale énergie finale. Pour toutes les énergies fossiles, c'est le cas. L'énergie primaire égale l'énergie finale. Il n'y a que pour l'électricité qu'il faut fabriquer où l'énergie primaire est 2,3 fois supérieure à l'énergie finale. Il y a donc un coefficient multiplicateur. Si je prends 2,3 kWh d'énergie pris à la sortie de la centrale nucléaire ou d'un barrage ou d'une centrale électrique et que je l'amène à la porte du logement, je perds de l'énergie en route, il me reste 1 kWh à l'arrivée. Et c'est ça la différence entre l'énergie primaire et l'énergie finale. Ici, on explique l'entrée en vigueur de l'indécence des logements énergivores. Dorénavant, ce sera ensuite au 1er janvier 2025 que les logements classés G par le nouveau DPE deviendront indécents, je n'aurai plus le droit de les louer. Par la même occasion, au 31 décembre 2024, ce sera la fin de validité de tous les DPE ancienne formule. Donc, pour tout nouveau contrat de location, à compter du 1er janvier 2025, vous serez obligé de faire un nouveau DPE. S'il est classé G, vous ne pourrez plus le louer. Ensuite, c'est 2028 pour la classe F, 2034 pour la classe E. L'objectif de la loi climat et résilience, c'est 2050, tous les logements sont classés A ou B. Je vous laisse apprécier. Concernant les exclusions, ici, nous avons un décret qui est actuellement à l'étude, qui a été mis en consultation la semaine dernière, jusqu'à la fin du mois de mars, pour réglementer les exceptions. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Pour les biens qui ont une architecture particulière, qui sont soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Pour les biens dont le coût de la rénovation va être trop important. Pour les biens en copropriété, là aussi. Eh bien, la loi climat et résilience dit que, en modifiant la loi de 89, dans son article 20-1, la loi climat et résilience dit la chose suivante: le juge ne pourra pas condamner le propriétaire bailleur à 2 conditions. S'il justifie avoir réalisé des travaux dans son lot, premier point, et deuxième condition, s'il justifie avoir sollicité du syndic la mise à l'ordre du jour de travaux de rénovation énergétique sur les équipements communs et sur les parties communes. Ce décret
qui n'est pas encore publié, qui est en projet, qui est à l'étude, va déterminer précisément ce chapitre des exclusions qui sont déjà décrites dans l'article 160. Le permis de louer, c'est l'article 162. Le permis de louer, c'est dans certaines zones, dans certaines communes où le maire a identifié des logements en mauvais état, eh bien, il peut dire dorénavant, si vous voulez louer le logement, moi, maire, mairie, eh bien, je dois vous délivrer un permis. Et là, vous devrez montrer patte blanche avec notamment tous les diagnostics et réaliser la totalité des travaux mis en évidence par ces diagnostics. La performance énergétique du logement fait partie des critères de la décence et le permis de louer intègre donc dorénavant la performance énergétique pour pouvoir autoriser un bailleur à louer le logement dans les zones où le permis de louer a été institué. J'ajoute également un point de vigilance, c'est le règlement sanitaire départemental. Le règlement sanitaire départemental est un document produit par le préfet et il peut être plus contraignant encore que le décret qui définit les critères de la décence d'un logement. Je vous donne un exemple que j'ai en tête, par exemple la Loire-Atlantique. Le règlement sanitaire départemental dit que la superficie minimum pour louer un logement, c'est 16 mètres carrés, alors que le décret sur la décence dit c'est 9 mètres carrés. C'est un exemple, donc attention, ça peut être plus contraignant. Et le RSD prime sur le décret décence. Une disposition qui ne présente pas un grand intérêt, mais j'en parle, la possibilité pour le locataire de solliciter du propriétaire l'autorisation de réaliser lui-même et à ses frais des travaux de rénovation énergétique. Si vous avez un locataire comme ça, gardez-le. Syndic de copropriété pour la dernière partie de cette présentation, avec donc la réapparition après la loi Elan, ça avait été invalidé par le Conseil constitutionnel, du plan pluriannuel de travaux. L'obligation de la loi climat et résilience, c'est dans un premier temps, pour le syndic, de mettre à l'ordre du jour le projet de plan pluriannuel de travaux. Alors, ce n'est pas le syndic qui va l'établir, il n'a pas la compétence pour ça, mais c'est un bureau d'études. Donc, le syndic doit solliciter 1, 2, 3 bureaux d'études, mais il n'y en a pas des tonnes non plus en France, un projet donc de plan pluriannuel de travaux. Cette obligation est déjà débutée dès le 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200 lots, en 2024 pour les autres copropriétés entre 50 et 200, et à compter du 1er janvier 2025 pour les copropriétés de plus de 50 lots. Ce projet de plan pluriannuel de travaux devra donc être mis à l'ordre du jour par le syndic. Et la nouveauté, c'est que, alors que la loi Elan prévoyait un vote un peu plus dur à une majorité de l'article 25, là c'est la majorité simple des présents et représentés, donc la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 65, qui sera amenée à voter le projet, donc accepter le devis de projet. Alors que dans un second temps, l'adoption de ce projet, donc la mise en place du plan pluriannuel de travaux, lui, sera décidé à la majorité absolue de l'article 25, donc la majorité de tous les copropriétaires. Également une obligation qui est faite au syndic, c'est que tant que ce plan pluriannuel de travaux n'aura pas été adopté, le syndic a l'obligation de le remettre à l'ordre du jour tant qu'il n'aura pas été complètement adopté, voté. Même s'il est adopté que partiellement, pour la partie qui n'aura pas été adoptée, le syndic devra le remettre à l'ordre du jour. C'est ce que dit la loi. En parallèle de ce plan pluriannuel de travaux, le législateur a prévu bien évidemment également la création d'un fonds travaux. Le fonds de travaux devient obligatoire dorénavant pour toutes les copropriétés et il devrait être constitué au plus tard 10 ans après la réception des travaux et non plus 5 ans.
Donc avant, les petites copropriétés de moins de 10 lots pouvaient s'exonérer du fonds travaux. Dorénavant, toutes les copropriétés, même les plus petites, sont concernées par cette obligation. Le fonds travaux est ainsi, par cette loi climat et résilience, toujours son article 171, recentré sur les dépenses dites essentielles. Donc travaux d'entretien, travaux de sauvegarde et les travaux, bien sûr, de rénovation énergétique, de travaux permettant la réalisation d'économies d'énergie. Seuls les travaux d'amélioration de la copropriété sont exclus du fonds travaux. Le diagnostic technique global, également toujours créé par l'article 171, dorénavant, là encore, plus seulement pour les copropriétés de plus de 50 lots au chauffage collectif. Dorénavant, les copropriétés devront se doter d'un dossier de diagnostic technique global pour informer tous les copropriétaires sur la situation de l'immeuble. L'obligation de réaliser également un DPE selon un calendrier échelonné en fonction de la taille des copropriétés. Tout bâtiment collectif soumis au statut de la copropriété va devoir maintenant se doter d'un nouveau DPE. Et ce nouveau DPE devra être remis à jour tous les 10 ans. C'est une disposition votée à la majorité simple des présents et représentés de l'article 24. Entrée en vigueur 1er janvier 2024 pour les plus grosses copropriétés de plus de 200 lots, 2025-2026 pour les autres et seulement en 2028 pour l'outre-mer. Infrastructure de recharge pour les véhicules électriques. Là, c'est une disposition pour faciliter le déploiement des véhicules électriques et des bornes de recharge. Dorénavant, en copropriété, on va pouvoir voter à l'article 24, toujours la majorité simple, la mise en place d'une convention permettant, comme pour la fibre à l'époque, de permettre un point de délivrance de l'énergie pour Enedis, qui est le propriétaire du réseau, à partir duquel chaque copropriétaire pourra, ou occupant, locataire, quand il en fera la demande, pourra venir se raccorder à partir de ce point de délivrance. Je rappelle que tout ce qui est câble, tout ce qui est réseau reste la propriété d'Enedis jusqu'au comptage. Donc ça peut être un sous-compteur, le compteur Linky, qui viendra jusqu'à la borne. Alors que les travaux, notamment de tout ce qui va être terrassement, restera à la charge exclusive du syndicat. Ça ne sera pas pris en charge. Droit de surplomb, la loi climat et résilience a créé un droit de surplomb pour permettre l'isolation par l'extérieur des copropriétés qui sont édifiées en limite de propriété. Ne tenez pas compte des 50 cm qui sont mis ici, c'est pas ça, c'est 35 cm la bonne épaisseur de ce droit de surplomb. Ça marche comment ? Bien, le syndicat des copropriétaires qui souhaite faire une isolation par l'extérieur alors que le bâtiment est édifié en limite de propriété va devoir informer le fonds voisin, en recommandé avec accusé de réception. Le fonds voisin a un délai de 6 mois pour répondre. Au-delà de 6 mois, c'est un accord. Et à défaut d'accord entre le bâtiment qui va réaliser l'isolation par l'extérieur et celui qui va subir le surplomb, eh bien, c'est le juge qui tranchera. Et dorénavant, le juge a les outils juridiques pour imposer au fonds qui va subir le surplomb et définir les modalités d'indemnisation du fonds qui va subir cette isolation par l'extérieur. Les modalités d'application ont été publiées par un décret qui a été publié le 23 juin 2022. Enfin, et j'ai presque terminé, c'est la création, avant de passer la main justement aux interlocuteurs concernés,
d'un nouveau service public qui s'appelle France Rénov', service public gratuit et en même temps passage obligé depuis le 1er janvier 2023 pour tous les propriétaires qui souhaitent bénéficier des aides et subventions de MaPrimeRénov'. J'en ai terminé, j'ai débordé de 5-10 minutes et je vous remercie. Bonsoir. On va essayer de tout aussi rapide, voire un peu plus rapide. On va essayer de respecter le timing, on va jouer le jeu. Nous, on va essayer de vous résumer en 30 minutes les aides financières en copropriété. Je ne vous cache pas que normalement, c'est un exercice que je fais plutôt en 2 heures. Donc, on va vraiment gratter un peu la surface. On va devoir forcément aller un peu vite sur certains points. Il y aura, si je crois, des questions-réponses avec la salle après, prévues. Voilà. Donc, on pourra aller plus loin si jamais il y a besoin d'éclaircissement sur certains points. Alors pour commencer, on va se présenter. Je vais laisser Natacha se présenter en première. Donc bonjour à tous, Tosh Natacha. Moi je travaille pour l'association Lorraine Énergie Renouvelable. Donc c'est une association qui est basée à Blamont et qui historiquement a créé une route des énergies renouvelables et qui est là pour éduquer et sensibiliser autour des économies d'énergie et des énergies renouvelables. Donc globalement, on est 27 personnes mobilisées actuellement, dont majoritairement des conseillers France Rénov', donc on est 7. On a aussi des missions en énergie renouvelable, sur des énergies citoyennes ou sur du photovoltaïque, éolien, géothermie, et on fait aussi beaucoup d'animation. Voilà. Donc on est répartis en différents territoires. On a 2 collègues qui sont sur le territoire de Toul, 2 autres sur le territoire de Pont-à-Mousson, un autre sur le territoire de Pont-à-Mousson et 2 autres sur le territoire de Lunéville, et moi-même qui est tout en haut du territoire de la Meurthe-et-Moselle. Donc globalement, on rayonne sur toute la Meurthe-et-Moselle, excepté Nancy, puisque ce sont mes collègues, et Briey et Longwy. Merci. Donc effectivement, nous, c'est l'ALEC. Donc moi, je suis Béranger Birkel, donc de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Et donc nous, du coup, on est une association aussi, à but non lucratif également, comme LER. Et donc du coup, nous, on a été financé donc en grande partie à une époque par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On est passé depuis peu sous la tutelle de l'ANA. Et du coup, on est un petit peu le service de conseil pour différents types de maîtres d'ouvrage. Nous, on accompagne les particuliers depuis 2007. C'est notre dada depuis 2007. Les collectivités aussi, donc les petites collectivités, toutes les petites collectivités de moins de 10 000 habitants qui n'ont pas de service énergie en interne et qui ont forcément des lacunes là-dessus. Et depuis 2011, donc depuis 2011, on s'est bien rendu compte que sur la métropole du Grand Nancy, il y avait des questions bien spécifiques aux copropriétés. En Rénov'Père, on n'aborde pas la rénovation énergétique d'une copro comme on aborde une rénovation en maison. Donc du coup, on a un poste spécifique à Nancy pour ça. Donc nous, effectivement, on intervient sur la métropole du Grand Nancy, le territoire des pays du Sel et du Vermois, donc Saint-Nicolas-de-Port, Dombasle, et également le sud de Seille et Grand Couronné, historiquement le Grand Couronné. La marque France Rénov', c'est bien que je rebondisse là-dessus, parce qu'en fait, c'est un nouveau service qui existe déjà. En gros, France Rénov', c'est juste un changement de nom. En gros, nous, on existe depuis 2000. On s'appelait à l'époque les espaces Info-Énergie. C'était l'ADEME qui portait cette mission-là. Suite à un changement de gouvernement, ils ont décidé de changer de nom. Donc on a eu un nom temporaire qui s'appelait FAIRE. Ça voulait dire faciliter, accompagner et informer sur la rénovation énergétique. Encore un acronyme de plus. On va en avoir plein. Je vous préviens, les acronymes, on adore ça. Et depuis 2021, l'ANA a repris du coup les conseillers, donc on n'est plus financé par l'ADEME, par l'ANA. Et du coup, ils ont décidé de changer de nom parce que ça ne parlait pas assez, donc France Rénov' leur paraissait plus approprié. Mais en gros, pour résumer, c'est un nouveau service qui n'a pas changé depuis 2000. C'est juste le nom qui change. La mission reste la même. C'est du conseil neutre et gratuit sur la maîtrise de l'énergie de manière générale.
On s'est beaucoup spécialisé avec les travaux parce que c'est la tendance du moment. Donc c'est vrai que c'est 80-90% maintenant, nous, à l'ALEC. Sur LER, je pense que c'est à peu près la même chose. Sur la rénovation énergétique, on a aussi normalement des phases d'accompagnement, de sensibilisation au grand public sur l'énergie de manière générale. Mais c'est vrai que la rénovation fait partie prépondérante. Il y a un seul site internet, c'est france-rénov.gouv.fr. Attention, le site de l'État ne ressort pas forcément en premier sur les moteurs de recherche quand on tape juste France Rénov. Il y a des privés, des malins, toujours, il y en a toujours, qui arrivent à se faire référencer comme rénovfrance.gouv, francerénov.fr, et qui sont finalement des professionnels qui veulent vous vendre des travaux derrière, qui se font passer pour le service public, ou en tout cas qui jouent sur les mots. Donc attention, il n'y a vraiment qu'un seul site de référence par rapport à ça. On va attaquer le vif du sujet. Donc j'ai essayé de classer les subventions des plus simples à aller chercher aux plus compliquées. Donc là, on va commencer par une subvention qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, et je vais laisser Natacha vous présenter ça. Donc les CEE, historiquement, c'est quand même des subventions qui existent depuis un petit moment, qui sont donc données par les fournisseurs d'énergie, qu'on appelle les obligés financeurs. Ils sont obligés de financer des travaux de rénovation énergétique. Donc ça peut être des énergéticiens, donc fournisseurs de gaz, de fioul, d'électricité. Ça peut être des collectivités, des courtiers, des professionnels. Ce qui change globalement, c'est que les montants ne sont pas fixes. Donc les montants dépendent de l'organisme avec lequel vous demandez la prime. Voilà. Et globalement, tout le monde est plus ou moins éligible au CEE, qu'on soit occupant, bailleur, entreprise, collectivité. Que ce soit une résidence principale, secondaire, il faut juste qu'elle ait plus de 2 ans. Et il faut surtout être engagé avant la signature du devis, puisqu'il s'agit d'une prime incitative. Donc c'est la seule condition vraiment pour cette prime-là. Donc globalement, voilà un peu les montants qu'on peut obtenir en copropriété en fonction des travaux. Donc que ce soit pour l'isolation des murs, des combles, la toiture, le plancher bas, les fenêtres. Tout ça sont subventionnables par les certificats d'économie d'énergie. On vous a mis une liste des travaux, on va dire, les plus courants. Parce qu'en réalité, il existe des dizaines et des dizaines de fiches. Donc, il y a plein de choses qui sont éligibles. Ça va du point lumineux pour les communs jusqu'à la réfection d'une chaufferie collective. Donc, on a essayé de vous sortir, on va dire, les fiches les plus utilisées, dirons-nous ça comme ça. Sur la métropole du Grand Nancy, la métropole est la seule collectivité en France à valoriser les certificats d'économie d'énergie pour les particuliers et pour les copropriétés. Ça veut dire qu'en interne, la métropole propose au syndic une valorisation des certificats d'économie d'énergie. Je vous ai mis les montants là, vous voyez qu'il y a une petite différence par rapport à ceux d'avant. C'est que la métropole, n'étant pas intermédiaire privé, n'ayant pas besoin, entre guillemets, de se financer, il se finance un peu, mais pas énormément, propose des tarifs qui sont souvent plus alléchants que les privés, entre guillemets, que les courtiers, les primeénergie.fr, les Helio, les FI et compagnie. Et l'avantage aussi pour les syndics de la métropole du Grand Nancy, c'est que vous avez un interlocuteur sur place, quoi. Ça, c'est aussi rassurant parce que je pense que s'il y a des syndics dans la salle confrontés à la lourdeur administrative des dossiers et certificats d'économie d'énergie, donc d'avoir quelqu'un sur place, c'est quand même un petit peu rassurant. Au niveau de la prime, maintenant, on va vous parler un peu de la prime Rénov copropriété. Donc ça, la prime Rénov copropriété, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que c'est la première fois que l'État met en place une aide collective. Historiquement, on avait le crédit d'impôt pour les copropriétaires occupants. On avait les aides de l'ANA pour les copropriétaires occupants qui étaient sous condition de revenus. Ou pour les bailleurs, on avait ce qu'on appelait le conventionnement des logements. Donc, depuis du coup 2021, existe cette aide MaPrimeRénov copropriété. Donc, qui est éligible? Toute copropriété de plus de 15 ans. Donc ça, c'est historique. L'ANA ne finance pas historiquement de logements de moins de 15 ans. Donc, pour les copros, ils ont fait pareil, mais ce qui est plutôt logique. Il faut que la copropriété soit immatriculée au registre national des copropriétés. C'est obligatoire. Il faut que la copropriété soit composée à 75% de logements. Donc, logement, résidence principale, soit du propriétaire occupant, soit d'un locataire. Et ça permet de financer cette prime, les travaux sur des parties communes, isolation des murs par l'extérieur, isolation de la toiture terrasse, changement de la chaufferie collective, ou également ce qu'on appelle les travaux privatifs d'intérêt collectif, c'est-à-dire que si la copro décide en plus de monter un groupement d'achat pour des fenêtres, à ce moment-là, c'est des travaux privatifs, mais qui ont été votés en Assemblée Générale, donc collectifs, peuvent être intégrés du coup dans les travaux éligibles à la prime Rénov copropriété. La subvention, MaPrimeRénov copro, elle est de 25%
sur un montant maximum de 25 000 € hors taxe de travaux par logement. Ça, c'est la nouveauté 2023. L'année dernière, c'était 25% de 15 000. Donc l'État, entre guillemets, réagit en se rendant bien compte que 15 000 € de travaux par logement, c'était des fois un peu juste. Donc du coup, ils ont un peu augmenté ce plafond. Ce qui nous fait du coup une aide maximum, si je fais 25% de 25 000, une aide maximum de 6 250 € par logement. Il existe également des bonus. L'État a mis en place un bonus de 500 € si jamais la copro quitte une étiquette passoire, donc quitte une étiquette F ou G, et si la copropriété passe à une étiquette A ou B, permet également de déclencher un bonus de 500 € par logement supplémentaire. Donc ça, c'est, on va dire, l'aide collective. Par contre, l'État s'est bien rendu compte que les ménages modestes ou très modestes auraient du mal à financer ce restant à charge. Ils ont du coup décidé de mettre en place une prime individuelle de 1 500 € pour les ménages qu'on appelle modestes et de 3 000 € pour les ménages qu'on appelle très modestes. Cette prime copropriété, elle est conditionnée à une chose, c'est que les travaux doivent permettre 35% d'économie d'énergie. Donc ça veut dire que pour cela, il faut le prouver par un audit ou un DPE collectif qui prouve que les travaux prévus permettront bien 35% d'économie d'énergie minimum. Donc c'est vrai que pour des copropriétés en centre-ville qui ont juste une toiture à faire, ça ne suffira pas. On n'aura jamais les 35% d'économie d'énergie. Donc c'est un peu le revers de la médaille avec cette prime, c'est qu'elle est relativement intéressante, mais du coup, il faut quand même un projet de travaux suffisamment ambitieux. Et cette subvention-là, elle oblige aussi à passer par un assistant en maîtrise d'ouvrage, qui va être en gros une personne qui va faire le lien entre le syndic et les copropriétaires pour s'occuper d'aller chercher des subventions. C'est lui qui va monter les dossiers de subvention, c'est lui qui va aller chercher les bonus individuels ou collectifs, et donc il va décharger le syndic de ça. Et donc ça, l'État l'impose. Attention, point important, si la copropriété mobilise MaPrimeRénov' copropriété, les copropriétaires, modestes ou très modestes, ne pourront plus aller voir l'ANA pour demander une aide complémentaire. La prime Rénov' copro écrasera les aides individuelles. Existe également un bonus pour les copropriétés qu'on appelle fragiles. Alors qu'est-ce qu'une copro fragile aux yeux de l'ANA? C'est une copro qui a un taux d'impayé supérieur à 8%, et également qui a une classe énergétique comprise entre D et G. Si la copropriété respecte ces deux critères, elle a le droit à un bonus de 3 000 € par logement supplémentaire, donc ils viendront s'ajouter aux 6 250 € d'aide par logement. Par contre, revers de la médaille, si on a ce bonus de 3 000 € parce qu'on est une copro fragile, on n'a pas le droit au certificat d'économie d'énergie. Alors vous avez vu que les certificats d'économie d'énergie, ce n'étaient pas des aides très grosses, donc du coup, la prime Rénov', le bonus copro fragile est souvent beaucoup plus intéressant. Également, une copropriété qui se trouverait en zone qu'on appelle NPNRU ou zone en rue, donc les quartiers en renouvellement urbain, sont d'office classés comme copropriété fragile, même si elles n'ont pas un taux d'impayé de 8%. Donc elles auront forcément droit à ce bonus. Autre aide collective, l'éco-prêt à taux zéro, collectif. Donc c'est un prêt qui permet de financer les travaux de rénovation énergétique d'un immeuble qui date d'avant 1990. La seule condition, c'est que ce sont des travaux qui sont définis. C'est une des 6 opérations qui sont présentées ici. Soit l'isolation de la totalité de la toiture, soit l'isolation d'au moins la moitié des murs qui donnent sur l'extérieur, ou alors au moins la moitié du changement des fenêtres, volets, portes d'entrée, une chaudière à haute performance énergétique, un système de chauffage à énergie renouvelable, globalement chaudière biomasse, pompe à chaleur, ou un système de production d'eau chaude par énergie renouvelable, chauffe-eau solaire, chauffe-eau thermodynamique. Ça doit se voter en assemblée générale et ça, c'est un formulaire à remplir à phase de vie et à fournir pour l'obtention du prêt collectif, qui n'est pas obligatoire. Chacun est libre d'y adhérer ou pas en fonction de ses besoins et de ses revenus. C'est ça, les coprêts doivent être votés en assemblée générale, après, libre à chacun d'y adhérer ou pas. Donc cet éco-PTZ, il peut financer les travaux qui sont indissociables ou qui sont complémentaires aux travaux de la performance énergétique, donc VMC, isolation, ou alors les frais annexes, tout ce qui va être études, assistance à maîtrise d'ouvrage, maître d'œuvre, qui sont notamment par exemple obligatoires pour MaPrimeRénov'. Donc les montants empruntables dépendent du nombre d'actions. Une action seule, c'est 15 000 €. Un bouquet de travaux, ça va être 25 000 et 30 000 € pour les bouquets de 3 travaux, remboursables sur 15 ans maximum. Ou alors, on a la performance énergétique globale, et là, c'est jusqu'à 50 000 € qui peut être prêté, remboursable sur 20 ans.
On peut aussi obtenir un prêt complémentaire lorsqu'on veut réaliser des travaux individuels dans son logement au sein de la copropriété. Même si on a eu un prêt collectif, on peut demander un prêt complémentaire dans les 3 ans si on veut faire après des travaux de façon individuelle. Et enfin, la plus compliquée des subventions à aller chercher, c'est l'aide qui s'appelle Climaction. C'est une aide de la région Grand Est et de l'ADEME Grand Est. C'est une subvention qui nécessite obligatoirement un bouquet de travaux contenant au minimum la façade. C'est-à-dire qu'on est obligé d'isoler les façades, plus de faire la toiture, ou ce qu'on appelle le plancher bas, ou les trois. Donc ça veut dire que si la copro ne fait que l'isolation extérieure, on ne peut pas solliciter l'aide Climaction de la région. Autre obligation, on est obligé d'améliorer le système de ventilation. La région veut que les rénaux soient performantes, mais veut aussi que la qualité d'air dans le logement soit correcte. Donc impose forcément l'amélioration du système de ventilation. Donc ce n'est pas forcément une VMC, ça peut être des ventilations qu'on appelle hybrides quand on est en tirage naturel, mais en tout cas ils imposent une amélioration par rapport à l'existant. Cette subvention, donc du coup, si on fait un bouquet de 3, c'est 2 500 € par logement, plafonné à 80 logements. Si la copro fait un bouquet de 2, donc mur, toiture, c'est 1 500 € par logement. Et si la copro fait un bouquet de 2 murs et plancher bas, donc les plafonds des caves et des garages, c'est 1 200 € par logement. Et se rajoute depuis l'année dernière ce qu'on appelle une prime de base fixe de 10 000 €. Ça, ils l'ont rajouté en 2022 parce qu'ils se sont rendus compte que la prime Climaction était très peu utilisée par les petites copropriétés. Vu que cette aide, j'y viens après, oblige à passer par un maître d'œuvre, souvent pour les petites copropriétés, c'était un frein de devoir payer un maître d'œuvre pour des travaux. Donc du coup, ils ont rajouté cette prime de base de 10 000 € pour essayer de compenser en gros la mission de maîtrise d'œuvre. Donc ça, Climaction, ils sont aussi exigeants sur les critères de performance. On ne va pas rentrer dans le détail technique, mais en gros, la région impose des épaisseurs plus grandes d'isolants. C'est contrairement au CE, contrairement à la prime rénov, contrairement à l'éco-prêt, ils demandent des épaisseurs plus importantes d'isolation, donc forcément un surcoût. Et donc du coup, le but étant pour la région que si la copro se rénove avec ces critères-là, à la fin, elle soit au niveau BBC ou équivalent. Donc ça, du coup, cette aide-là, c'est vraiment la plus compliquée, c'est l'aide un peu élitiste à aller chercher. Donc si vous avez des copros qui s'y prêtent plutôt bien, donc c'est quand même des copros des années 60, 70, assez cubiques, assez faciles à isoler, c'est vraiment des subventions qui sont, on va dire, intéressantes à aller chercher. Parce que certes, c'est une aide contraignante avec maître d'œuvre obligatoire et épaisseur d'isolant plus grande, et bien souvent, le montant de la subvention dépasse quand même le surcoût lié à ces critères. Il existe aussi des bonus. La région a mis en place 2 bonus. Un bonus si la copro utilise des matériaux biosourcés, donc c'est-à-dire si la copro décide d'isoler ses façades, non pas avec du polystyrène, mais avec de la fibre de bois par exemple, et c'est un bonus de 20% de LED, et là c'est non soumis au plafond, c'est-à-dire que si on est déjà au plafond de 200 000 €, on peut avoir du coup 20% encore de plus sur les 200 000, et la région a également mis une aide de 1 000 € par logement si la copro décide collectivement de mettre en place un groupement de commandes de fenêtres. Donc là, ce n'est pas le copropriétaire qui peut, avec son devis de fenêtre, demander à la région. C'est vraiment, en assemblée générale, on décide d'un cahier des charges, un groupement d'achat, et effectivement, il faudra prouver qu'il y a bien des critères techniques qui sont respectés, etc. Les aides individuelles, on ne va pas s'étaler longtemps dessus parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais on voulait quand même vous les rappeler. Donc les aides individuelles, je vais laisser un peu Natacha là-dessus. Donc globalement, pour les aides individuelles, elles vont dépendre en fait de la composition du ménage et du revenu fiscal de référence. Nous, ça nous permet, et ça permet aussi aux gens en fait de savoir dans quelle catégorie ils se trouvent, donc bleu, jaune, violet ou rose, et en fonction de cette couleur, de cette catégorie de ressources, il y aura des primes qui seront plus ou moins élevées selon les subventions. Donc globalement, en individuel, on peut mobiliser MaPrimeRénov' de façon individuelle avec le classement dont on a parlé juste avant, où les gens auront un montant en fonction de leurs revenus et des travaux qu'ils souhaitent réaliser. Il y a aussi les certificats d'économie d'énergie de façon individuelle. On a aussi l'aide MaPrimeRénov' Sérénité. Ça, c'est réservé aux propriétaires modestes et très modestes qui souhaitent réaliser des travaux assez conséquents puisqu'il faut atteindre une performance énergétique de 35%, donc 35% d'économie d'énergie. Et à ce moment-là, ils sont accompagnés et peuvent bénéficier d'une subvention qui, en fait, est un pourcentage des travaux qu'ils vont réaliser, donc qui n'est pas un forfait comme MaPrimeRénov' classique peut l'être. On a aussi un dispositif donc, qui s'appelle dispositif Loc Avantage pour les bailleurs, j'en parlerai juste après,
et de l'éco-PTZ à taux zéro, enfin l'éco-prêt à taux zéro individuel, comme pour l'écopropriété, mais là de façon individuelle. Pour l'éco-prêt, juste petit complément, l'éco-prêt à taux zéro individuel est aussi mobilisable sur les travaux collectifs. C'est-à-dire que si la copro ne met pas en place un éco-prêt à taux zéro collectif, je sais que c'est compliqué en copro, je sais que les syndics n'aiment pas toujours l'éco-prêt à taux zéro collectif, pour diverses raisons. Un copropriétaire peut tout de même, avec ses quotes-parts, aller voir sa banque et demander un éco-prêt à taux zéro individuel. Ça, c'est possible. Donc on va zoomer un petit peu sur le dispositif Loc Avantage qui s'adresse du coup aux bailleurs. C'est en fait un conventionnement avec l'ANA qui dure 6 ans, qui a de 1 un avantage fiscal pour le bailleur et qui aussi lui permet de récupérer des subventions dans le cadre de travaux de rénovation énergétique. On a toujours cette obligation des 35% de gains et ça permet de récupérer 15 à 45% du montant hors taxe des travaux en plus de l'avantage fiscal sur ces 6 ans. Donc c'est un dispositif qui est quand même assez intéressant pour les bailleurs. Pour ceux qui ont connu à l'époque les conventionnements ANA où il n'y avait qu'un seul conventionnement qui s'appelait social, maintenant il y a 3 niveaux de conventionnement, c'est ce qu'ils appellent LOC 1, LOC 2, LOC 3. LOC 1 c'est le conventionnement qu'on appelle intermédiaire, LOC 2 c'est le conventionnement social et LOC 3 c'est le conventionnement très social. Donc ça veut dire que plus on descend forcément vers le très social, plus le montant de la subvention travaux est importante, les 45%, et plus aussi l'avantage, la réduction d'impôts est importante aussi. Et pour les propriétaires bailleurs, on a à la LEC sorti il y a 1 mois tout juste un guide, parce qu'on a beaucoup de sollicitations des bailleurs en ce moment avec justement les interdictions de location, les critères de décence. Donc on a sorti un guide il y a 1 mois à destination des bailleurs privés, qui est disponible sur notre site, qui recense un petit peu toutes les nouvelles obligations par rapport au DPE, quand est-ce que je dois le remettre à jour, jusqu'à quand il est valable, etc. Quelques infos sur les travaux, comment essayer de sortir mon logement d'étiquette F ou G s'il l'est réellement. Et après, un petit zoom sur chaque subvention possible, parce que là, on en a résumé quelques-unes. Il y a aussi des aides d'action logement, il y a des aides locales, il y a des aides des caisses de retraite pour les retraités. Enfin, voilà, il y a beaucoup de subventions possibles autres. Donc, on ne peut pas tous les balayer ce soir, mais en tout cas, dans ce guide-là, un propriétaire bailleur privé devra, entre guillemets, trouver ses petits. Pour nous contacter, nous, à l'ALEC, si jamais vous êtes copropriétaire ou syndic d'une copro sur la métropole, mes coordonnées sont là et on mettra des plaquettes à disposition tout à l'heure en bas, lors du petit pot. Et pour Natacha, c'est un peu plus compliqué, il y a plusieurs numéros en fonction du territoire. Voilà, il y a plusieurs territoires. Après, si on passe par le 0800, qui est le numéro national aussi, le numéro national France Rénov', avec le code postal, on tombe chez nous dans tous les cas, il n'y a pas de souci, ou chez vous si c'est Nancy, quoi. Voilà. Merci. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que on va vous passer les micros et vous allez pouvoir poser vos questions, si vous en avez. J'avais déjà une première question parce que vous avez parlé de Nancy. Tous les autres départements, donc Moselle, nous avons des gens aussi de Bar-le-Duc, la Moselle et les Vosges. Est-ce qu'il y a des gens des Vosges ici? Non. Bon, c'est pas grave, on va leur dire aussi. C'est un peu en cherche, c'est un peu dans le même genre. En fait, il y a des conseillers France Rénov' sur tout le territoire, Grand Est même, pas que Lorraine. Donc en fait, après, c'est porté par des structures différentes, mais en tout cas, la mission restera toujours la même. C'est-à-dire que France Rénov', il y aura toujours un conseiller au bout du fil ou un rendez-vous qui pourra vous renseigner. Donc si, effectivement, vous n'êtes pas forcément sur le 54, donc si vous n'avez pas forcément devoir à faire avec nous, ALEC ou LER, il faudra aller sur france-rénov.gouv.fr, taper votre code postal et vous aurez les coordonnées du contact. Il y a une ALEC à Metz, à Épinal, il y a effectivement anciennement une ALEC, mais maintenant du coup c'est l'agglomération. Enfin voilà, il y a vraiment des espaces France Rénov' un petit peu partout sur la carte. Il n'y a pas de trous, si je ne dis pas de bêtises, sur le Grand Est. Alors les trous sont comblés par... Les trous sont comblés par LER, c'est-à-dire qu'ils proposent un service minimum, je pense, pour la Haute-Marne et la Marne. Oui, voilà. Pour toutes les zones en Grand Est qui n'ont pas de conseiller, dans tous les cas, nous on est là pour les conseiller. Et après, par contre, sur les territoires plus grands, il y a forcément un conseiller. Alors, je voulais aussi les féliciter parce qu'ils ont parfaitement tenu le timing. Donc, je vais passer le micro. Qui souhaite poser une question? S'il y a des questions, allez-y, monsieur. Oui. Non, il est bon, c'est bon.
Une question sur le nouveau DPE. Le nouveau DPE, a priori, est plus efficient que l'ancien, qui était un petit peu une roulette de casino, puisque selon l'entreprise, selon les circonstances, on avait des variations qui n'étaient absolument pas justifiées. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le nouveau DPE, on tient compte essentiellement de la dépense énergétique ou si on tient compte de la configuration des lieux? Parce que le seul critère réel d'économie, c'est la consommation énergétique. Si vous avez des fenêtres en papier et que vous consommez peu, vous avez un bon DPE. Si vous avez des fenêtres à triple vitrage et super isolées et que vous consommez beaucoup, vous avez un mauvais DPE. C'est plus le cas. Disons que vous produisez plus, ouais. vous consommez plus d'énergie. Ouais. Alors du coup, le DPE reste du théorique, c'est-à-dire que le nouveau DPE est fait en fonction de la composition des parois. On va regarder en quoi sont constitués les murs, quelle est la constitution du plafond, quelle est la constitution du plancher, des fenêtres, etc. Historiquement, pour les bâtiments d'avant 48, l'ancienne version du DPE était faite sur les consommations du locataire ou du propriétaire en place. Donc on faisait une moyenne, mais qui ne voulait absolument rien dire. Si vous aviez effectivement une personne âgée qui restait toute la journée à la maison et qui chauffait à 26, le DPE était catastrophique. Alors qu'en réalité, peut-être que l'appartement était plutôt bien. À l'inverse, vous aviez un étudiant qui était là 3 mois dans l'année, il était là qu'au printemps ou à l'été, l'appartement se retrouvait en A ou en B. Donc ça, c'est plus du tout possible, c'est-à-dire que le nouveau DPE s'appuie systématiquement sur l'enveloppe thermique, le système de chauffage et le système de ventilation, entre autres, et du coup donne la valeur que devrait consommer l'appartement s'il était utilisé toute l'année, chauffé à 19 degrés, etc., etc. Par contre, pour répondre à la première question, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est plus fiable. C'est-à-dire que si le diagnostiqueur il met n'importe quoi dans les compositions des parois, le DPE sera toujours aussi faux. D'accord? On l'a vu dernièrement, je pense que vous avez en tête l'article du UFC Que Choisir, où ils ont fait venir 5 diagnostiqueurs différents dans 5 logements différents, avec à chaque fois des résultats différents. Là, le problème, c'est que le DPE, s'il est mal renseigné au départ, il sera forcément faussé derrière. Donc, il faut absolument, le diagnostiqueur, ne pas le laisser tout seul, lui fournir le maximum d'informations que vous avez, des factures de la copro si la copro a fait des travaux d'isolation, des factures individuelles si vous avez fait des travaux d'isolation ou de chauffage individuel, pour qu'il n'ait pas à faire de doigts mouillés. Je vais résumer ça comme ça, mais c'est un peu ça. La jonction du plafond ou du sous toit, vous n'avez pas d'étanchéité qui est faite et que vous avez d'air, quand vous ouvrez une prise de courant, vous avez un bon courant d'air, vous avez à avoir 10 cm ou 15 cm d'isolant. Isolant. Ouais. Alors ça, le problème, c'est que les logiciels de diagnostic sont assez simplistes. C'est en gros, il coche le mur, il est en quoi, il est en parpaing, et un isolant 8-10 cm, il n'ira pas dire est-ce qu'il y a un courant d'air dans l'isolant. Ça, malheureusement, les logiciels de diagnostiqueurs, ça reste une étude à 200 ou 250 €. Donc, il faut malheureusement pas se leurrer sur la pertinence et la validité technique du diagnostic de performance énergétique. Alors, je souhaiterais, si vous me le permettez, apporter quelques compléments et quelques éclaircissements. Le DPE, à l'origine, se basait sur les caractéristiques techniques du bien. C'est la première version. Il y a une deuxième version qui s'est basée sur les factures de consommation. Et on s'est rendu compte, tout le monde a constaté, que ce n'était pas pertinent. Cette troisième et dernière version du DPE, elle est dite d'ailleurs techniquement fiable, tant et si bien que dorénavant, ce nouveau DPE, troisième version, est opposable. Opposable, ça signifie quoi? Ça signifie que celui qui a le DPE, s'il fait refaire un nouveau DPE et que le résultat est différent, il peut se retourner contre le vendeur si c'est un acheteur et contre le bailleur si c'est un locataire. Auquel cas, le bailleur ou le vendeur se retournera
le cas échéant, dans un second temps, contre le diagnostiqueur. Mais acquéreurs et locataires peuvent demander, sur la base d'un nouveau DPE devenu opposable, une compensation financière s'il y a une différence. Ce que je veux ajouter, c'est que dorénavant, tous les diagnostiqueurs utilisent le même logiciel. C'est l'application 3CL. Le diagnostiqueur a l'obligation de ne saisir que ce qu'il constate et que les factures et documents justificatifs qui lui ont été remis. Il a interdiction de reproduire les dires du propriétaire. Ça veut dire que les gens qui ont fait des travaux eux-mêmes, ils ne pourront pas justifier de ces factures de travaux. Et ces factures de travaux ne sont pas reportées sur le DPE. Je pèse mes mots. Il existe d'ailleurs un document public qui s'appelle le guide des diagnostiqueurs, le guide du nouveau DPE pour les diagnostiqueurs. Vous tapez ça sur Google, il y a une deuxième version du mois d'octobre 2021. Et vous verrez, et c'est très intéressant, sur ce document de 183 pages, assez rébarbatif, il est expliqué clairement la méthodologie et ce que fait le diagnostiqueur. Et tout ce que je vous dis, c'est dans ce document, c'est un document du ministère. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Pour en avoir le cœur net, j'ai fait chez moi un nouveau DPE. Je voulais voir comment allait faire le diagnostiqueur. J'ai une maison ancienne, 1950, chauffée au gaz. J'ai réalisé quelques travaux. Un cas bien commun. J'ai proposé au diagnostiqueur la chose suivante. J'ai dit, tu me fais un premier DPE, je te donne rien, je te dis rien. Résultat, DPE, lettre F. Je dis, maintenant tu vas me faire un deuxième DPE, et j'ai préparé un dossier complet, parce que les travaux, je ne les ai pas fait moi-même, j'y connais rien. Donc j'ai fait faire tous ces travaux, isolation, isolation des combles, changement des huisseries, et chauffage, enfin tout ça, et entretien. Tout ça, ça a été pris en compte. Résultat, DPE D, 2 lettres. Même diagnostiqueur, 2 méthodes différentes, je donne rien d'un côté, je donne tout de l'autre. En fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le diagnostiqueur ne peut saisir que sur justificatif, et sur la base des justificatifs, vous aurez un DPE de différentes qualités. La problématique qui a été relevée, que mon collègue faisait référence tout à l'heure, c'est-à-dire l'audit réalisé par UFC Que Choisir, la problématique, c'est que la plupart des diagnostiqueurs n'ont pas été formés. On leur a donné l'outil, on leur a donné la tablette, et la formation, ils ne l'ont pas eu. La méthodologie, ils ne l'ont pas eu. Donc ils ont fait ça n'importe comment. Et quand et c'est l'application 3CL, donc le diagnostiqueur, il ne peut plus pipoter, entre guillemets, un DPE. La problématique, c'est soit il est compétent pour le faire, soit il n'est pas compétent pour le faire. Soit il a été formé, soit il ne l'a pas été. Voilà. Et cette application 3CL, par défaut, si le diagnostiqueur ne renseigne pas la performance énergétique des matériaux, et ce sont des informations obligatoires que vous retrouvez sur les factures, eh bien c'est la note la plus basse qui s'appliquera. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des DPE dégradés. Si ça peut répondre à votre question. Est-ce qu'il y a des autres questions? Bien, d'accord. Alors moi j'ai une question. Je vais faire isoler par l'extérieur l'habitation et j'ai 3 appartements que je loue. J'ai été voir le Crédit Mutuel de Lutz. J'ai demandé un éco-prêt PTZ à taux zéro. J'ai des difficultés parce que sur leur logiciel, ils me rentrent dedans habitation et dès qu'ils tapent 3 logements, c'est pas possible. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les banques ne jouent pas le jeu. Ouais. Là, il faut que la banque vous édite 3 formulaires, on va dire logement, maison ou appartement, peu importe, et vous fasse du coup. Du coup, il faudra faire 3 formulaires, effectivement. En fait, le problème du formulaire, effectivement, c'est que soit on coche copropriété, ou travaux collectifs, soit on coche travaux, maison individuelle ou travaux individuels.
Donc là, effectivement, si elle rentre logement individuel, 3 logements ou 3 adresses, ça ne marche pas. Donc là, il suffit, entre guillemets, d'éditer les bons vieux formulaires papier, de faire 3 formulaires papier, et ça passera. Oui, mais c'est par logement. Les coopératives zéro, c'est par logement. Vous avez 3 fois 15 000. Alors, à condition que la façade arrière... Ouais. À condition d'isoler au moins 50% des murs de chaque appartement. C'est le cas? Ouais. Ok. Donc c'est bon. 3 fois 15 000. Maximum. Alors, c'est plafonné au moins. Hein, si on a pour 10 000 € par logement, ça fera 3 fois 10 000. Mais en tout cas, vous avez droit à 3 fois les coopératives zéro à 15 000. Vous prendrez son numéro 06 après et vous l'appelez si ça ne marche pas, madame. Vous allez voir la banque. Monsieur. Oui, s'il vous plaît, une précision. Tous les paramètres dont vous avez parlé sont très aléatoires. Une question, avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas possible de mesurer la déperdition calorique externe? Si vous avez 5 à 10 000 € à mettre dans une étude. Faire un DPE compliqué alors qu'on peut mesurer la déperdition? En fait, ce n'est pas le même logiciel. Il existe des logiciels beaucoup plus poussés que le logiciel 3CL. C'est des logiciels où on peut mettre beaucoup plus de données à l'intérieur, l'étanchéité à l'air, la continuité thermique, les ponts thermiques, etc. Donc là, on est plutôt sur de l'étude thermique, de l'audit. Et là, par contre, le problème, c'est le coût. C'est que ça vous coûterait 1 500, 2 000, 2 500 € par logement. Le DPE coûte après, c'est pas cher si on veut effectivement faire une bonne réno chez soi. Après, pour faire de la mise en location, mettre 2 500 € pour avoir juste l'audit, on va mieux faire des travaux avec 2 500 € pour améliorer l'étiquette. Mais le problème, il est là, c'est qu'une étude, plus elle sera poussée, plus elle coûtera cher, et on ne peut pas imposer une étude à 2 500 € à tous les logements. C'est trop compliqué. Bon, donc c'est une question de prix, là. C'est une question de temps. Ouais, c'est ça. C'est pas une question de gain, c'est une question de prix. Ouais, c'est ça. Et de compétences. Et c'est pour ça que le 3CL a le mérite d'exister, le DPE, et que, comme disait monsieur Petit, il faut absolument donner le maximum d'infos au diagnostiqueur, parce qu'il ne va pas faire une recherche très poussée, il va faire un constat visuel. Donc lui, effectivement, il ne va pas démonter une prise pour voir s'il y a un isolant dans le mur. Il va regarder la facture, est-ce qu'il y a des factures de travaux, ou visuellement, il va essayer de regarder s'il y a un isolant. Si en plus, il n'est pas formé à la thermique du bâtiment, il ne peut s'appuyer que sur des données, donc des factures de travaux. Donc il faut vraiment le blinder d'informations, de factures de travaux, pour que le DPE soit fiable. Et on peut arriver à des DPE plus ou moins fiables quand même. En lui donnant le maximum d'informations, on arrive à des trucs plutôt cohérents. Mais si on le laisse se dépatouiller tout seul dans l'appart, et que malheureusement vous tombez sur le diagnostiqueur qui ne connaît pas grand-chose, il y a de fortes chances que la note soit dégradée. Une autre précision, en ce qui concerne la composition des murs, il est évident qu'aujourd'hui, de nombreux immeubles sont anciens et on ne connaît pas la composition. Donc, est-ce que vous allez faire des prélèvements pour savoir ce qu'il en est? Un diagnostiqueur ne fera rien, il ne fera que du constat visuel. S'il a un minimum de formation, il saura reconnaître par rapport à l'année de construction, par rapport à la typologie, par rapport à l'épaisseur des murs. Il saurait dire c'est des murs en moellon, c'est des murs en pisé, c'est des murs en pierre de taille. Si par contre, effectivement, vous tombez sur le petit jeune qui n'a pas encore de formation, ça va être compliqué. Et là, c'est un problème de formation des diagnostiqueurs. Bon, enfin, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de lacunes dans tout ça. Hein. Oui. Oui. Le DPE n'est pas miraculeux, malheureusement. Ouais. Madame. Pour compléter le propos, pour autant, à l'origine, le DPE qui a été voulu par Jean-Louis Borloo, c'était un document de simple information. C'est le politique qui a voulu en faire un outil de mesure, mais à l'origine, c'était un outil d'information, de sensibilisation uniquement. Pour les aides Climaction, est-ce qu'on a besoin de prendre un AMO? Alors non. L'aide Climaction impose uniquement un maître d'œuvre qui devra rédiger un mémoire technique. Donc l'AMO est facultatif. Par contre, si on va chercher Climaction, on a peut-être envie d'aller chercher la prime Rénov' CoPro. Donc si on va chercher la prime Rénov' CoPro, l'AMO est de façon obligatoire.
Et la région a mis en place une aide à l'AMO, justement. Sachant que c'est quasiment indispensable pour une copro, la région a mis, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, a mis une aide de 70% du montant de l'AMO. Nous, on est à 65 000 € de travaux, Oui. et l'AMO nous demande 9 000 €. Changer d'AMO. Il y a combien de logements? 4. Changer d'AMO. Enfin, là, 9 000 €, c'est le prix d'une maîtrise d'œuvre. C'est pas le prix d'un AMO. Un AMO, c'est grosso modo, alors ça dépend des AMO, mais entre 250 et 400 € par logement. Donc là, clairement, alors soit ils se trompent d'appellation et en fait, ils vous vendent la maîtrise d'œuvre, soit il a flairé quelque chose, mais je sais pas. C'était tout, madame. Quelqu'un d'autre souhaite poser une question? Bonjour, moi j'ai juste rebondir par rapport à la question que j'ai trouvée très pertinente du monsieur qui disait si on fait un audit thermique, moi ma question c'est si on en fait un et que l'audit thermique est bon, est-ce qu'il sera considéré valable à la place du DPE? Non. D'accord, donc si on a un audit thermique qui dit que le logement est bon, mais un DPE qui dit qu'il n'est pas bon, c'est le DPE quand même qui fait foi. Oui, en fait c'est la méthode 3CL qui est valide. Après, un auditeur qui ferait un audit avec une méthode de calcul plus poussée peut, parce que la plupart des logiciels thermiques permettent de faire après la transposition du moteur de calcul puissant vers le moteur de calcul 3CL. Donc ça veut dire qu'un auditeur peut facilement transposer après son étude bonne, bien faite, en 3CL, et cette valeur après 3CL qui vaudra DPE. D'accord. C'est-à-dire que si on a fait un audit thermique et qu'on donne le résultat de cet audit thermique à l'auditeur du DPE, il n'est pas capable de dire c'est bon, votre logement est bon. Non. Il vous dira quand même qu'il n'est pas bon. Il va vous demander le calcul 3CL. Où est le calcul 3CL? Pour l'audit? C'est pas la même prestation. Oui. 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 Mhm. Ouais. Bah après ouais, bien sûr. Bah, les gens qui vont mettre 2500 € dans un audit, c'est parce qu'ils vont avoir envie de viser un niveau de performance ou avoir envie de faire une très très grosse rénovation. Bah après, c'est ce que je viens de dire à la dame, c'est que l'auditeur, une fois qu'il aura fait son étude bien ficelée, pourra retransposer en 3CL. Et ce 3CL vaudra quelque chose. En fait, on va partir d'un logiciel puissant pour le transposer en 3CL. Non, mais le... Ah bah non. Ah non. Ah, je ne sais pas si c'était la question à la fin, c'était ça la question à la fin? En fait, un auditeur énergétique, il fait un audit à 2500, on prend l'exemple, il rebascule après son étiquette en étiquette 3CL, ce 3CL, il est valable. C'est la bonne méthode de calcul. Ah, oui, madame est rassurée. Pardon, excusez-moi, je n'avais pas compris comme ça la question. Vous n'êtes pas obligé de demander l'âge du diagnostiqueur quand vous l'appelez. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question? Là-bas? Après, il faut choisir. Enfin, oui, on peut en faire 3 et choisir le plus pertinent. Par contre, il est opposable. Attention. Si vous prenez le meilleur parce qu'il a triché et parce qu'il a été arrangeant et il vous a mis une bonne note, il est après opposable. Donc, attention. Oui. C'est moi, ça marche. Oui, moi je voulais juste savoir quand est-ce qu'on boit l'apéro. Ah, des sages paroles. J'ai une vraie question quand même. Est-ce qu'un bailleur personne morale peut bénéficier d'aide? Un bailleur personne morale, un bailleur privé ou un bailleur personne morale, le droit privé? Une SCI, vous voulez dire? Personne morale, SCI non familiale, par exemple. Alors, les SCI, c'est un peu un cas à part, effectivement. Ils ne sont pas éligibles à la prime rénov individuelle. Ils vont devoir, s'ils veulent une aide de l'État, passer par l'OC-Avantage, donc le conventionnement du logement. Les C2E, par contre, ça marche. On a vu que c'est des subventions quand même pas géniales. Et après, s'il est SCI, mais dans une copropriété, que la copropriété fait les travaux et sollicite ma prime rénov copro, il sera éligible comme un propriétaire classique. Ça, il n'y a pas de souci. Alors après, aussi, il y a un cas...
Dans le cas d'une SCI occupante, par contre, on peut bénéficier de ma prime rénov. Si les occupants de si c'est une SCI et qu'on est occupant, il n'y a pas de souci à bénéficier de ma prime rénov dans ce cas-là. Là, ça va être CEE, ça va être éco-prêt à taux zéro, parce que l'éco-prêt à taux zéro fonctionne, il faut que c'est juste que ce soit un logement. Donc si c'est un logement résidence principale de quelqu'un, c'est bon. Par contre, effectivement, la prime rénov, ça ne marchera pas. Et l'OC-avantage de l'ANA ne fonctionnera pas non plus pour les SAS, parce qu'en plus, vous perdez l'avantage fiscal, parce que vous êtes une SAS. Donc, vous perdez l'avantage fiscal sur les impôts sur les revenus, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, pour une SAS, ça sera uniquement C2E et éco-prêt à taux zéro. Donc, on va apprendre encore 2-3 questions. Oui, excusez-moi, mais je pense que le fait que le DPE soit opposable, c'est quand même très dangereux, ça, parce que imaginons un vendeur qui fait un DPE, il arrive en classe D. L'acheteur fait faire un DPE par quelqu'un qui sera un autre diagnostiqueur, il arrive en classe F. Vous allez dire qu'on va prendre le DPE qui est le plus bas, le moins performant, c'est ça? Pas forcément, je peux peut-être vous laisser. S'il est opposable, on peut considérer que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on va prendre l'inférieur. Il est opposable, on peut s'y opposer. Par Oui. contre, derrière, on peut pas opposer tout n'importe quoi. Oui. De toute façon, je dirais qu'il n'y a pas de pièce à y coudre. Le DPE est opposable, le principe il est acté. Oui. Donc, que ce soit le locataire ou l'acquéreur du bien, oui. S'il fait faire un nouveau DPE et qu'il se rend compte que ce nouveau DPE est différent dans oui. un sens oui. ou dans l'autre, oui. et qu'il a à en subir un préjudice, oui. eh bien, il peut demander réparation du préjudice qu'il subit et charge à ce moment-là au propriétaire ou au bailleur, au propriétaire oui. vendeur ou au bailleur, oui. De se retourner contre le diagnostiqueur. Oui. C'est ça là. Problème juridique. On est d'accord. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Exactement, par exemple. Mais le cas de figure, on commence à l'avoir. J'ai eu un cas ce matin au téléphone d'un associé Orpi qui m'a interpellé en me disant, voilà, j'ai un locataire qui est en place, j'ai un DPE vierge qui a été réalisé il y a 4 ans. Le locataire a fait un nouveau DPE et il demande le gel des loyers. Est-ce que ça s'applique? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non pour une raison simple, c'est que le seul DPE qui est valable, c'est celui qui a été annexé au bail dès lors où il était en cours de validité, à la date de signature du bail. Et ce DPE, à l'époque, n'était pas opposable. Donc, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, si on est dans l'hypothèse de 2 nouveaux DPE qui seraient différents, le locataire faisant faire un DPE en n'ayant aucun document technique à l'appui, contrairement au propriétaire bailleur, oui, il suffira au propriétaire bailleur de justifier par rapport au second diagnostiqueur que le sien a été établi sur une base de communication d'un certain nombre de documents et que le sien est pertinent et pas l'autre. Oui. Dans le cadre d'une copropriété, à quel moment on demande une prime? Toujours avant la signature de quoi que ce soit. Alors en copropriété, c'est un peu différent d'un particulier, où en particulier on dit toujours c'est avant la signature du devis, etc. etc. En copropriété, c'est en gros, on monte tous les dossiers de subvention avant l'Assemblée générale, enfin avant. On prépare tout avant, l'Assemblée générale vote les travaux, et après on a un délai, les syndics ont un délai de 2 mois avant de signer quoi que ce soit, délai de recours, et donc du coup c'est pendant ces étapes-là où on va dire on dépose les dossiers.
D'accord, donc tout est voté, c'est acté, les devis sont faits. Bon, dans le cas, on a un maître d'œuvre. On va budgéter avec un coprocent, voilà, c'est aussi une solution. Et les demandes donc se feront avant le début des travaux alors. Eh ben, c'est ça. C'est le En maître fait, d'œuvre qui on va va tout donner- préparer avant pour que le jour de l'AG, on puisse quand même dire aux gens, bah, on va avoir tant de subventions, etc. Et par contre, une fois que l'Assemblée générale aura dit, OK, on vote les travaux, ce devis-là, ce devis-là, ce devis-là, après, dans le délai des 2 mois de recours, on va lancer les dossiers et déposer les dossiers. Mais ça peut être des dossiers différents, SCI, Bien sûr. propriétaire. Ah oui, oui, après, ça va dépendre des aides qu'on va chercher et compagnie. Ouais. Alors, j'ai encore monsieur et j'avais madame. Question? Non? Monsieur. Non, la dame, elle pose pas de question. Merci. Je voulais avoir des renseignements sur les LNP. Ont-ils droit à toutes ces aides, lourds meublés professionnels? Non. C'est du non résidentiel. Ah, d'accord. En fait, c'est du commerce, effectivement. Alors si, j'ai dit non, j'ai résumé. Il y a les certificats d'économie d'énergie. Un meublé ou même un hôtel est considéré comme, entre guillemets, du résidence. Enfin, il y a des fiches spécifiques, mais en gros, il y a des C2E pour tout. Donc ça veut dire que les fameux petits certificats d'économie d'énergie qu'on a vus en premier, ça c'est une subvention vraiment pour n'importe quel type de bâtiment et de maître d'ouvrage, tant que le bâtiment a plus de 2 ans. En gros, c'est ça. Ça veut dire qu'un hôtel, même du Airbnb, tant que le bâtiment, lapsus, a plus de 2 ans, on peut avoir droit à ces certificats d'économie d'énergie. Par contre, après, tout ce qui est prime rénov, éco-prêt, c'est résidentiel, achevé depuis plus de 15 ans, ou carrément achevé depuis avant 90 pour l'éco-prêt à taux zéro. Pour compléter le propos, il est d'ailleurs à préciser que pour les locations meublées, s'agissant de locations saisonnières, elles ne sont pas soumises au DPE. Pour l'instant, le ministre Olivier Klein, le ministre du Logement actuel, s'en est ému, estimant qu'il y avait un risque majeur que dans un certain nombre de secteurs, des propriétaires de passoires thermiques basculent d'une location vide ou meublée, mais résidentielle, à titre de résidence principale, vers la location saisonnière. Et donc il a promis qu'une modification de la loi interviendrait dans le courant de l'année pour inclure la location saisonnière à l'obligation de DPE. Bonsoir. Alors moi je suis responsable commercial dans une société justement spécialiste de l'isolation extérieure. Et quand on s'occupe parce que moi je m'occupe des primes rénov du coup de mes clients, et pour les propriétaires habitants en ce moment la prime rénov c'est des délais qui sont très très longs pour le solde. Est-ce que pour les propriétaires la prime rénov copropriété c'est les mêmes délais ou du coup c'est un peu allégé? Non. D'accord. Les aides prime rénov copropriété sont, alors on va rentrer dans le détail, les aides prime rénov copropriété sont des aides à la pierre qui transitent par des DDT. Ça veut dire que les directions des territoires, donc anciennement je cherche le nom, voilà c'est ça, anciennement les DIR et voilà, sont responsables de, ils ont un budget et c'est eux après qui font entre guillemets ce qu'ils veulent du budget. Je résume mais c'est un peu ça. Ça veut dire que ça ne transite pas par MaPrimeRénov Paris à l'ANA qui centralise toutes les demandes des particuliers. Et donc, du coup, c'est des budgets locaux. Et donc, du coup, on passe. C'est-à-dire que quand le dossier est déposé, il est déposé à la DDT, qui valide le dossier, qui envoie du coup une notification d'accord de subvention. Donc là, c'est souvent plus rapide que pour un particulier. Et après, une fois que vous êtes passé devant des élus, entre guillemets, parce que vous passez devant des élus, parce que du coup, c'est des aides à la pierre, donc c'est géré par les collectivités. Du coup, après, une fois que les travaux sont terminés, le versement est plus rapide que les 6 mois, des fois 1 an ou 1 an et demi pour certains particuliers avec MaPrimeRénov. Ouais. Merci. J'ajoute une précision en complément du propos. C'est ce qui est dans les cartons actuellement du ministère, à savoir qu'il se prépare actuellement une annonce qui va être faite dans les semaines à venir. C'est une dotation importante au profit des copropriétés notamment, pour permettre une accélération de la rénovation énergétique des copropriétés, entre autres avec MaPrimeRénov et avec la Banque publique d'investissement. Ça, c'est incessamment sous peu. Alors, je voudrais qu'on les applaudisse. C'était fort intéressant et maintenant on va passer à la partie agréable. Au rez-de-chaussée, nous avons donc un cocktail avec une animation musicale que je voulais préciser, qui est un collègue à nous de Orpi Metz Accueil 57, qui
va nous jouer de la musique avec ses musiciens. Voilà, bonne soirée.